Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous nous retrouvons pour la seconde partie du bulletin de paye d'une salariée sortante, donc suite à une rupture conventionnelle. Dans la première partie, nous avons revu rapidement le nouveau régime social et fiscal applicable à la rupture conventionnelle. Nous avons calculé le salaire du mois en prenant en compte donc, la déduction sortie et les indemnités compensatrices de congés payés. Il nous reste à présent à voir donc les deux modèles de bulletin de paie, sachant que pour rappel, actuellement, nous pouvons utiliser le modèle transitoire qui est applicable depuis le mois de juillet 2023 et qui pourra être utilisé jusqu'à fin 2024. Et nous pouvons également utiliser le bulletin de paie rénové, on va l'appeler comme ça, euh, toujours depuis le mois de juillet 2023 et qui lui deviendra obligatoire à partir de janvier 2025. Donc après avoir vu ces deux bulletins, eh bien, nous calculerons les charges sociales, fiscales et les différents montants du net. Allez, c'est parti. Alors, voyons à présent les changements apportés par le bulletin de paie transitoire et le bulletin de paie rénové. Donc, concernant le bulletin de paie transitoire, deux changements apparaissent par rapport à l'ancien bulletin de paie. Premier changement conséquent quand même, on voit apparaître ici dans les éléments de rémunération brute l'indemnité de rupture conventionnelle. Or, elle est totalement exonérée. Donc précédemment, on l'aurait noté dans le bas du bulletin avec les éléments du net. Pourquoi doit-on l'associer aux éléments de rémunération brute? Tout simplement parce que le nouveau montant brut à calculer doit être le montant qui va servir de base de calcul du montant net social. Et l'indemnité de rupture conventionnelle est un élément de rémunération qui doit être ajouté à la base de calcul du net social. Donc elle apparaît ici dans les éléments de rémunération. En contrepartie, on va ajouter une nouvelle rubrique qui est le brut soumis à cotisation, qui correspond à notre ancien brut, si on peut le dire comme ça, avec donc tous les éléments de salaire qui sont soumis à cotisation, donc tous les éléments ici, à l'exception de l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc pour le calcul, je vais afficher les cellules masquées, mais c'est... Oh mince, non, je ne l'ai pas affiché. Pardon, affiché. Mais le calcul est tout simple, hein, c'est tout simplement le montant total moins l'indemnité de rupture conventionnelle. Ou si vous préférez, vous additionnez tous les autres éléments. Vous le faites comme vous l'entendez. Donc hop, je le remasque. Deuxième élément de changement, eh bien, c'est tout simplement l'apparition du net social ici dans la zone du net ou dans la zone basse et qu'on va calculer tout à l'heure. Alors, le bulletin de paie rénové à présent. Le bulletin de paie rénové va apporter exactement les mêmes modifications que le bulletin de paie transitoire, évidemment, mais il va de surcroît ajouter, on va dire, deux blocs, ou modifier en profondeur les blocs de cotisation. Donc, concrètement, on voit qu'ici, l'exonération, écrêtement et allègement de cotisation ont été dissociés des éléments des cotisations et que l'on va effectuer un premier calcul avec le total des cotisations et contributions obligatoires et ensuite seulement déduire les exonérations, écrêtements et allègements divers applicables soit aux salariés, soit à l'employeur, soit aux deux. De la même façon, comme on peut le voir, dans le bloc santé n'apparaît plus la prévoyance et la retraite supplémentaire n'apparaît plus non plus dans le bloc de retraite. Ces deux cotisations ont migré, si on peut dire, dans un nouveau bloc qui est le bloc cotisation et contribution sociale facultative et qui se calcule donc à part. Quand je dis les deux cotisations, cela inclut la cotisation dite obligatoire de prévoyance patronale de 1,5%
sur la tranche A ou sur le plafond de la sécurité sociale. Alors pourquoi la prévoyance et pourquoi pas la mutuelle? Tout simplement parce que la mutuelle est prévue par un texte de loi, donc elle est obligatoire légalement, euh, alors que la prévoyance dite obligatoire concernant les cadres a été prévue dans un premier temps par la convention collective de 47, puis dans un second temps, quand celle-ci a été supprimée, par l'ANI de 2017. Donc une convention, un accord. Convention, accord, au niveau légal ou au niveau réglementaire, ce n'est pas considéré comme étant obligatoire, même si l'employeur, dans les faits, on est d'accord, si la convention collective a prévu ou si un accord a prévu qu'il devrait y avoir cotisation, l'employeur n'a pas le choix. Je l'entends bien, mais ce n'est pas considéré comme étant obligatoire légalement ou réglementairement. Ce n'est pas prévu par le législateur ou par le gouvernement. Ce sont les représentants des salariés et les représentants des employeurs qui se sont mis autour d'une table et qui se sont mis d'accord pour signer ces accords. Voilà pour le principe. Donc, de fait, ces deux cotisations sont calculées à part. Et ensuite, deuxième modification, la fameuse zone du net, s'appelle désormais remboursement et déductions diverses et il a été prévu de noter les frais de transport, les titres restaurants, les chèques santé et les autres cotisations, enfin les autres remboursements, autres déductions diverses. Il semblerait que l'on pourra apporter des précisions sur ce autre et les distinguer les uns des autres. Mais voilà, je suis en train de vérifier, j'ai un petit doute, j'ai encore un tout petit doute là-dessus. Et ensuite, on retrouve le montant net à payer avant impôt donc sur le revenu. Certains calculs ont disparu et c'est notamment le cas du don évolution de la rémunération due à la suppression des cotisations maladie et chômage, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose parce qu'il ne servait objectivement à rien. Par contre, le montant total versé par l'employeur est toujours à indiquer et bien sûr que le montant net imposable, l'impôt prélevé sur le revenu à la source et le net des heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées sont à indiquer. Voilà pour la présentation globale et large des deux bulletins et je vous propose à présent de passer au calcul dans le détail. Alors, le bulletin de paie rénové à présent. Le bulletin de paie rénové va apporter exactement les mêmes modifications que le bulletin de paie transitoire, évidemment, mais il va de surcroît ajouter, on va dire, deux blocs, ou modifier en profondeur les blocs de cotisation. Donc, concrètement, on voit qu'ici, l'exonération, écrêtement et allègement de cotisation ont été dissociés des éléments des cotisations et que l'on va effectuer un premier calcul avec le total des cotisations et contributions obligatoires et ensuite seulement déduire les exonérations, écrêtements et allègements divers applicables soit aux salariés, soit à l'employeur, soit aux deux. De la même façon, comme on peut le voir, dans le bloc santé n'apparaît plus la prévoyance et la retraite supplémentaire n'apparaît plus non plus dans le bloc de retraite. Ces deux cotisations ont migré, si on peut dire, dans un nouveau bloc qui est le bloc cotisation et contributions sociales facultatives et qui se calcule donc à part. Quand je dis les deux cotisations, cela inclut la cotisation dite obligatoire de prévoyance patronale de 1,5% sur la tranche A ou sur le plafond de la sécurité sociale. Alors pourquoi la prévoyance et pourquoi pas la mutuelle? Tout simplement parce que la mutuelle est prévue par un texte de loi, donc elle est obligatoire légalement. Alors que la prévoyance
dite obligatoire concernant les cadres a été prévue dans un premier temps par la convention collective de 47, puis dans un second temps, quand celle-ci a été supprimée, par l'ANI de 2017. Donc une convention, un accord. Convention, accord, au niveau légal ou au niveau réglementaire, ce n'est pas considéré comme étant obligatoire, même si l'employeur, dans les faits, on est d'accord, si la convention collective a prévu ou si un accord a prévu qu'il devrait y avoir cotisation, l'employeur n'a pas le choix. Je l'entends bien, mais ce n'est pas considéré comme étant obligatoire légalement ou réglementairement. Ce n'est pas prévu par le législateur ou par le gouvernement. Ce sont les représentants des salariés et les représentants des employeurs qui se sont mis autour d'une table et qui se sont mis d'accord pour signer ces accords. Voilà pour le principe. Donc, de fait, ces deux cotisations sont calculées à part. Et ensuite, deuxième modification, la fameuse zone du net s'appelle désormais remboursement et déductions diverses et il a été prévu de noter les frais de transport, les titres restaurants, les chèques santé et les autres cotisations, enfin les autres remboursements, autres déductions diverses. Il semblerait que l'on pourra apporter des précisions sur ce autre et les distinguer les uns des autres. Mais voilà, je suis en train de vérifier, j'ai un petit doute, j'ai encore un tout petit doute là-dessus. Et ensuite, on retrouve le montant net à payer avant impôt donc sur le revenu. Certains calculs ont disparu et c'est notamment le cas du don évolution de la rémunération due à la suppression des cotisations maladie et chômage, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose parce qu'il ne servait objectivement à rien. Par contre, le montant total versé par l'employeur est toujours à indiquer et bien sûr que le montant net imposable, l'impôt prélevé sur le revenu à la source et le net des heures supplémentaires, heures complémentaires exonérées sont à indiquer. Voilà pour la présentation globale et large des deux bulletins et je vous propose à présent de passer au calcul dans le détail. Alors, je vous propose de commencer par les calculs sur le bulletin de paie transitoire et on verra ensuite sur le bulletin de paie rénové les petites modifications que cela peut impliquer. Dans un tout premier temps, je vais peut-être commencer par afficher voilà, les cotisations patronales parce que ce sera plus simple pour nous pour effectuer les différents calculs. Donc, concernant les éléments de rémunération brute, je passe rapidement, je vous renvoie à la première vidéo si vous voulez les détails, mais nous avons donc un salaire de base à 2450 €, une prime d'ancienneté de 150 €, une déduction absence-sortie de 1063,64 €, une indemnité compensatrice de congés payés période 1 et période 2 confondues de 1895,53 € et nous avons bien sûr l'indemnité de rupture conventionnelle, ce qui nous fait donc un montant brut qui sert de base pour le calcul du net social de plus de 11 000. Mais ce qui va nous intéresser pour les cotisations, c'est évidemment le brut soumis à cotisation, soit les 3 431,89. C'est ce montant-là qui va nous servir à calculer les différents montants de cotisation. Au préalable, donc, j'ai été amenée à recalculer le plafond mensuel du mois, puisque la salariée sort le 17, donc elle a été présente 17 jours sur 30, donc ce plafond mensuel correspond à 3 666 €, montant du plafond mensuel au moment où je parle, en 2023, fois 17 jours de présence, divisé par les 30 jours que compte le mois de novembre. Concernant le SMIC, je l'ai également proratisé. J'ai pris
le SMIC pardon, mensuel, donc 11,52 €, hein, c'est le taux horaire toujours au moment où je parle, fois la durée mensuelle 151,67 €, enfin, en moyenne, hein, 151,66 € à l'infini, et je l'ai proratisé en le multipliant par le salaire versé. Alors le salaire versé, c'est pas tout à fait juste, c'est le brut soumis à cotisation en fait, hein. On n'inclut pas évidemment l'indemnité de rupture conventionnelle puisqu'elle n'est pas soumise à cotisation, donc elle n'a aucun impact sur ses cotisations. Donc ce SMIC mensuel, je l'ai proratisé pardon, en le multipliant par le brut soumis à cotisation, et je l'ai divisé par le brut qu'aurait perçu, entre guillemets, hein, en faisant abstraction donc de la rupture conventionnelle, la salariée si elle avait été présente tout le mois. Dit autrement, j'annule la déduction sortie. Donc je reprends en fait ces trois montants-là, je fais une bêtise là, je sens que je suis en train de faire des bêtises. Hop, il m'en manque un, voilà, ce qui nous donne 4 495,53 € si j'en crois Excel. Donc concrètement, je prends 11,52 €, je multiplie par 151,67 et ensuite je vais le remultiplier par 3431,89 et je le divise par 4495,53, ce qui me donne normalement le montant de 1333,81. Voilà pour le SMIC mensuel. Et donc nous allons voir à présent quelles vont être les tranches de cotisation qu'il va falloir appliquer sur le bulletin, étant entendu que le plafond du mois est inférieur au brut soumis à cotisation. Mais qu'en est-il sur le cumul annuel? Eh bien nous allons voir dans un tout petit instant. Alors je descends pour ce faire, donc hop. J'espère que c'est assez visible pour vous. Donc concernant les tranches de cotisation, donc j'ai reproduit l'ensemble des salaires versés à la salariée sur l'année, les cumuls auxquels cela correspond, hein, donc le cumul de janvier c'est 2570, le cumul en février c'est les 2570 de janvier plus les 2570 de février, et ainsi de suite donc jusqu'en novembre où le cumul ce sera tous les montants versés entre janvier et novembre. Donc même chose pour les plafonds, je reproduis les plafonds mois par mois et ensuite je calcule donc les cumuls qui correspondent. Je vois ici que quand j'arrive en novembre, eh bien mon plafond cumulé est supérieur au salaire brut cumulé, ce qui signifie concrètement que la salariée n'aura pas de tranche B, n'aura pas de tranche 2 et sera limitée au niveau de la cotisation à son salaire concrètement. Donc nous allons avoir une base de cotisation en tranche A, en tranche 1 ou pour la vieillesse plafonnée qui sera de 3 431,89. Même si sur le mois en cours, le salaire est supérieur au plafond, il n'en demeure pas moins qu'en cumul, le salaire est inférieur au plafond, donc les bases de cotisation seront le salaire. Donc voilà pour la partie, on va dire, tranche de cotisation. Et en ce qui concerne donc, hop, je vais essayer de voir si je peux tout. Yes, super. Donc normalement, vous avez vu au niveau de votre écran sur la réduction des charges patronales ici et sur le calcul des taux applicables pour la maladie et pour la CAF en dessous. Donc concernant la réduction sur les charges patronales,
J'ai reporté le SMIC brut mensuel en cumulé que nous avons vu juste au-dessus, hein, c'est exactement le même évidemment. J'ai ensuite calculé les SMIC applicables mois par mois. Donc de janvier à avril, nous sommes en 2023 au moment où je parle, donc un taux horaire de 11,27 fois 151,66 heures à l'infini, hein. À partir du mois de mai et jusqu'au mois d'octobre, nous avions un taux horaire de 11,52 fois toujours 151 heures 66,66 à l'infini. Et pour le mois de novembre, nous avons eu donc ce montant de 1747,20 € qui a été proratisé pour tenir compte de l'absence, ce qui nous fait un montant de 1333,81 €. Donc le SMIC en cumulé, le SMIC annuel, va être la somme de tous ces montants, soit 18 654,15 €, et il ne me reste plus qu'à le multiplier par 1,6 pour déterminer la limite de cotisation, hein. Vous vous souvenez que seuls les salaires inférieurs à 1,6 SMIC peuvent bénéficier de la réduction générale des charges patronales. Donc là, nous nous rapprochons dangereusement de la limite, mais nous sommes quand même en dessous. Donc oui, l'employeur pouvait bénéficier de cette réduction des charges, mais il va certainement y avoir une régularisation. Donc à partir de là, je vais calculer la réduction générale des charges patronales cumulées, donc le montant total auquel pouvait prétendre l'employeur sur l'année, en appliquant tout simplement la formule, hein, vous vous souvenez, ça va être tout simplement 1,6 SMIC divisé par le salaire, ou on va le refaire, peut-être ça sera peut-être plus simple, ça va être donc 1,6 SMIC que je divise par le salaire brut. À ce montant, au-dessus, je vais enlever 1. Je laisse dans un coin, si je peux dire. Puis ensuite, je vais reprendre la valeur T, qui dans notre cas est de 31,91 parce que l'entreprise a moins de 50 salariés, que je vais diviser par 0,6. Ensuite, je vais tout simplement multiplier ces deux valeurs. J'ai oublié juste un tout petit point de détail. Je dois arrondir à 4 chiffres après la virgule, ce qui me donne 0,044. Et c'est donc ce coefficient que je vais ensuite remultiplier cette fois-ci par le brut cumulé, ce qui me permet de trouver 130,25. Tout simplement. Et ça, c'est le montant. Je vais effacer le contenu. Donc ça, c'est le montant de la réduction pour l'année complète. Ce qui veut concrètement dire, que je vais avoir une régularisation parce que j'ai bénéficié pour l'instant, au cours de l'année, de 819,12 € de réduction. Le montant ici. Quand j'additionne toutes les réductions qui ont été versées mois par mois, donc 819 moins les 130, je vais avoir une régularisation de 688,87 €, ce qui veut dire que en fait de réduction, je vais avoir plus 688 € à payer. Ça va à peu près? Je sais pas si j'ai été assez claire, vous me direz. Donc ça concerne la réduction générale des charges patronales. Alors, le tableau sur les réductions, les taux de réduction maladie et CAF, je l'ai calculé, mais dans la mesure où le salarié perçoit moins d'1,6 SMIC, par définition, il a aussi moins de 2,5 SMIC, il a aussi moins de 3,5 SMIC, donc il est évident... Ah mince. Donc il est évident que les bases de cotisation, les cotisations, les taux de cotisation, ça y est, je suis désolée, je fatigue, ça se ressent, seront de 7% pour la maladie, donc taux réduit, et 3,45 pour la CAF, taux réduit également. Tout simplement parce que le salarié, en cumulé, a perçu
moins de 2,5 SMIC et moins de 3,5 SMIC. C'était simple en fait, hein, je suis en train de vous embrouiller, je pense. Alors, on remonte pour voir tout ce que cela va donner sur le bulletin. Alors, maladie, base totalité du salaire, taux de 7%, puisque la salariée perçoit moins de 2,5 SMIC annuel. Mutuelle ou complémentaire garantie frais de santé, base 3666, c'est-à-dire le plafond mensuel de la sécurité sociale. Quand il s'agit de la mutuelle, on ne proratise pas le plafond, il faut l'envisager comme un montant forfaitaire. Donc taux salarial 1,2, taux patronal 0,5 comme indiqué dans l'énoncé. Prévoyance, base tranche A, et bien dans notre cas ça sera la totalité du salaire puisque la salariée perçoit en cumulé moins que la tranche A en fait, moins que le plafond. Taux salarial 1,68%, soit 4,2% qui est le taux global de cotisation et le salarié en prend 40% à sa charge, vu qu'il nous était dit que l'employeur, lui, prenait 60% à sa charge, soit 4,2% fois 60%. Accident du travail, base totalité du salaire et taux de 1,8% comme indiqué dans l'énoncé. Sécurité sociale, vieillesse plafonnée, et bien ici, dans notre cas, le plafond correspond au salaire, enfin au brut soumis à cotisation. Vieillesse déplafonnée, on a à nouveau le brut soumis à cotisation. Concernant donc la retraite, je ne vais avoir de la retraite que sur la tranche 1 et je n'ai pas de CET. Alors attendez, je vais peut-être faire apparaître le détail. Hop. Je vais peut-être les faire apparaître tous aussi, tant qu'à faire, je vais... Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc, pour la retraite complémentaire, je ne vais avoir que la retraite complémentaire et la CEG sur la tranche 1, qui correspond encore une fois à l'équivalent du salaire dans notre cas. Je n'aurai pas de CET, puisque la CET n'apparaît que lorsque le salaire est supérieur à la tranche 1. Et je n'ai évidemment pas de retraite sur la tranche 2, puisque, encore une fois, le salaire est inférieur à la tranche 1. De la retraite supplémentaire, je n'en ai pas. Famille, sécurité sociale, donc base totalité du salaire, et taux à 3,45, parce que la salariée perçoit moins de 3,5 SMIC. Pour ce qui est du chômage, donc j'ai la base tranche A et B qui correspond encore une fois à la totalité du salaire dans notre cas, et donc qui porte sur le chômage et l'AGS. La salariée n'était pas cadre, nous n'avions pas de cotisation APEC à verser. Alors, les autres charges dues par l'employeur, donc c'est là où ça se corse un petit peu. Nous avons la contribution solidarité autonomie, bien sûr, avec base totalité du salaire, le dialogue social avec la base totalité du salaire. L'entreprise a moins de 50 salariés, donc pour le FNAL, nous cotisons sur un PMSS avec un taux à 0,1%, mais toujours pareil, hein, la salariée perçoit moins du plafond, donc la base de cotisation et encore une fois le salaire. Le versement de transport base totalité du salaire, soumis à cotisation, et le taux à Toulouse était de 2%. Vous pouvez le retrouver sur le site de l'URSSAF en vous servant du code postal ou du numéro INSEE de la commune. Et attention, le versement de transport concerne les établissements et pas les sociétés dans leur intégralité. URSSAF forfait social base 104 €, c'est-à-dire en fait la prévoyance et la mutuelle en ce qui concerne les parts patronales. Hop. Forfait social à 20%, je n'en ai plus. Précédemment, j'aurais eu ici un forfait social pour la rupture, pour le montant de la rupture de l'indemnité de rupture conventionnelle, mais je ne l'ai pas. Construction, entreprise moins de 50, je n'ai rien. Apprentissage, base salaire. Et formation, ça sera formation plus de 11 salariés avec une base salaire. Et j'ai de surcroît
ici la fameuse contribution, donc indemnité de rupture conventionnelle. La base, eh bien, c'est le montant de l'indemnité, puisque dans notre cas, l'intégralité du montant est exonérée de cotisation, puisque nous donnons le minimum légal en fait, et le taux sera de 30%. Nous n'avons pas de cotisation statutaire prévue par la convention collective. Pour la CSG et pour la CRDS, la base, alors j'ai poussé le vis jusqu'à calculer la base CSG CRDS en cumulé. Bon là on va s'en abstenir parce que évidemment que la salariée est en dessous de 4 passes annuelles, en fait c'est même pas mais PMSS, là j'ai mis PMSS mais c'est le pass annuel, évidemment qu'elle est en dessous et donc évidemment qu'on peut calculer cette CSG CRDS sans régularisation, ou plus exactement qu'elle va se faire au moins le mois automatiquement. Donc concrètement ça va bien être le salaire soumis à cotisation ici, fois 98,25%, parce que je déduis forfaitairement un 75% au titre des frais, plus les parts patronales de mutuelle et de prévoyance. Si j'avais eu des heures supplémentaires, je les aurais déduits et je les aurais comptabilisés à part ici. Et voilà, et si j'avais eu de la retraite supplémentaire, voilà, c'était l'idée qui m'avait traversé l'esprit, j'aurais aussi ajouté bien sûr les parts patronales de retraite supplémentaire, enfin bien sûr, dans la majorité des cas, on va dire. Donc, cela, une fois que j'ai la base CSG et CRDS, eh bien, je peux calculer la part de CSG déductible et la part de CSG CRDS non déductible du PAS. Et puis, exonération, écrêtement, allègement de cotisation, aucun montant pour la salariée, mais par contre, j'ai une régularisation de plus 688 € pour le salarié, ce qui me fait un total de cotisation qui fait un petit peu mal, parce que évidemment que entre la rupture conventionnelle et la régularisation sur les charges patronales, je dépasse même les 3000 € de cotisation. Et rien que ce montant, j'ouvre une petite parenthèse, mais rien que ce montant peut peut-être aider à comprendre pourquoi parfois les employeurs refusent en fait la rupture conventionnelle. C'est tout simplement financier, et ça n'est pas uniquement lié, même si ça entre en ligne de compte, mais ce n'est pas uniquement lié à l'indemnité. On a presque 9000 € d'indemnité ici et 3000 € de cotisation. Pour une petite entreprise, c'est pas rien. Je ferme la parenthèse. Surtout si en plus on n'a pas envie que la salariée parte. C'est double peine. Donc je calcule ensuite le total des cotisations, et puis les titres restaurants, nous les avions calculés précédemment, donc 12 titres, la part salariale était à 4,95, ce qui nous faisait un montant de 59,40 € à déduire et non pas à ajouter, évidemment. Et je donne pour information la part patronale qui n'entre dans aucun calcul ici et qui n'est donnée que, encore une fois, à titre d'information. Voilà pour la partie cotisation, et nous allons maintenant passer au calcul des nets. Alors, concernant donc les différents calculs du net, je vous les ai ajoutés ici pour ce qui est du détail, pour les personnes qui souhaitent. Je vous déposerai le PDF dans l'espace partagé, mais voyons ce qu'il en est entre nous maintenant. Donc le net social va correspondre au salaire brut qui sert au montant brut, pardon, qui sert de base de calcul du net social, donc les 11 610,60 €. On va retrancher les cotisations à l'exception de la part salariale de prévoyance. Et comme moi, quand j'enlève 827, elle est dedans, donc je la rajoute. C'est pas... D'accord? Normalement, je ne devrais pas l'enlever en fait, mais c'est plus simple pour moi de dire moins 827 et plus 57 que de dire moins 43.
moins, oh, pardon, 43,99, moins 236, moins 13, moins 137, bon, vous avez compris. Moins 236, moins 100. Vous avez compris donc la logique. Et je vais aussi faire en sorte, ajouter cette fois-ci, la part patronale de prévoyance. Si le salarié, enfin la salariée en l'occurrence, avait eu de la retraite supplémentaire, j'aurais procédé de même. Donc les parts salariales de retraite supplémentaire et de prévoyance, ainsi que les parts salariales, les parts patronales, pardon, de retraite supplémentaire et de prévoyance, doivent être dans ce montant total de net social. D'accord? J'espère avoir été à peu près claire, je ne suis pas sûre. Le net à payer avant impôt, alors lui, il n'est pas méchant. C'est le montant brut ici, les 11 610, moins l'ensemble des cotisations versées. Moins, alors moi je mets plus parce que c'est moins, c'est mathématique, mais moins les 59,40 € de part salariale sur les titres restaurants. Dont l'évolution, elle est encore là, mais elle va bientôt donc disparaître. Eh bien, c'est la base maladie que vous retrouvez ici, fois 0,75%, plus la base chômage fois 2,4%, moins la base cotisation CSG-CRDS, cotisation sur les CSG-CRDS, fois 1,7%. Si vous ne la retenez pas, elle, c'est vraiment pas un problème. Le montant net imposable et la base impôt sur le revenu, qui ici sont identiques, et c'est très très souvent le cas. Il n'y a que deux situations où ça ne sera pas le cas. Ça sera lorsque vous aurez des IJSS subrogés à verser aux salariés, et éventuellement dans certains cas avec les CDD, on va dire, mais c'est surtout lorsque vous aurez des IJSS subrogés. Donc le montant net imposable, lui, va correspondre au brut soumis à cotisation, puisque vous vous souvenez que l'indemnité de rupture conventionnelle n'est pas soumise à impôt, donc on ne la prend pas, plus, alors là, c'est là où c'est fun, la part patronale de mutuelle, cette fois-ci, plus bien sûr la CSG, CRDS non déductible ou imposable, comme vous souhaitez, et moins bien sûr le total des cotisations. Je n'ai pas d'heures supplémentaires, mais sinon j'aurais dû déduire le montant des heures supplémentaires et ajouter la CSG CRDS sur les heures supplémentaires avec un taux de 9,7%. Donc je comprends que ce soit un petit peu embrouillant pour vous parce que entre la CSG qui va prendre les parts patronales, qui va intégrer les parts patronales de mutuelle, de prévoyance, éventuellement de retraite supplémentaire, le net social qui lui s'en tient aux parts salariales et patronales de prévoyance et de retraite supplémentaire, puis le PAS qui lui récupère la mutuelle, la part patronale de mutuelle. À un moment donné, j'entends que ça fasse un gros bug dans la tête. J'ai envie de dire, notez-vous les formules et n'essayez pas de l'apprendre par cœur en fait. C'est en faisant les exercices que petit à petit ça va devenir des sortes d'automatismes. N'essayez pas de... Essayez de comprendre, pas d'apprendre. De comprendre pourquoi on intègre tel montant, pourquoi on n'intègre pas tel autre, à quoi ça sert, dans quel but. Donc là, j'ai ma base passe, j'ai un taux de 1,5% parce qu'on nous l'avait donné ainsi, ce qui me fait 2724,02 fois 1,50, 40,86 €. Et le net à payer, c'est vraiment pas le plus méchant, ça sera le net à payer avant impôt, moins les 40 € d'impôt que je vais reverser aux impôts. L'allègement de cotisation donc employeur, dans mon cas, ça va être la base maladie fois les 6%, puisque j'ai un taux réduit de 7%, donc j'ai économisé 6%, plus la base CAF fois 1,8%, puisque j'ai économisé 1,8% de cotisation sur la CAF, mais par contre, j'ai les 688 € là en plus, donc forcément que
que je vais les ajouter, ce qui réduit considérablement les allègements auxquels j'ai eu droit. Donc paradoxalement, au lieu d'avoir un allègement, ben, j'ai un surplus à verser qui est de 421,18 €. Et le total versé par l'employeur, ici je l'ai noté en... Alors pardon, j'ai fait une petite pause pour ouvrir à la chatte et puis pour essayer d'obtenir le calme et qu'elle arrête de miauler. Donc le total versé par l'employeur, donc j'ai noté 16 136,29 € en rose parce que j'ai un petit doute en fait. C'est-à-dire que précédemment, dans le total versé par l'employeur, on n'aurait pas intégré l'indemnité de rupture conventionnelle, puisqu'elle était notée dans la zone du net et elle n'était pas ajoutée, ce qui n'était pas logique et pas cohérent, ça avait été signalé, mais c'était comme ça. Là, maintenant qu'elle est notée dans le brut, ben, j'ai tendance à l'ajouter, ce qui me semble en plus logique, mais petit doute. Ceci étant dit, c'est pas dramatique parce que ce montant total versé par l'employeur est donné à titre informatif, il n'a aucun impact concret sur aucun calcul, sur aucune cotisation, donc voilà, je suis relativement sereine. Et je vous propose maintenant de voir les façons de calculer le bulletin, le bulletin qui sera imposé en 2025, donc le bulletin rénové. Alors sur le bulletin rénové, nous allons retrouver évidemment une grande majorité de calculs identiques, mais nous allons devoir faire attention avec les petits ajustements au niveau des calculs du net. Donc je vais peut-être afficher tous les calculs intermédiaires. Ce sera peut-être plus simple ou pas, je ne sais pas. Donc concrètement, les éléments de rémunération brute seront les mêmes. Nous allons avoir une première différence au niveau des cotisations et contributions sociales, et notamment au niveau de leur montant total, puisque nous n'aurons pas la prévoyance, nous n'aurons pas l'éventuelle retraite supplémentaire, et nous n'aurons pas les exonérations et allègements qui auront été accordés. Donc le total ici ne correspondra pas nécessairement ne correspond pas du tout même à l'ancien total, et il faudra bien en tenir compte dans le calcul de nos nets. Concernant donc dans un premier temps le montant net social, nous allons bien avoir comme précédemment les 11 610 €. Nous allons déduire cette fois-ci le total des contributions et cotisations salariales obligatoires, et nous allons ajouter uniquement la part patronale de prévoyance. Je n'ai pas besoin d'ajouter la part salariale de prévoyance parce que je ne l'ai pas déduite en fait. Précédemment, je l'avais déduite, elle était inclue dans le total. Elle n'est plus inclue dans le total, donc je ne touche à rien la concernant. Voilà pour le montant net social. Concernant alors les frais de remboursement, autres déductions, là rien n'a changé. Le montant net à payer avant impôt sur le revenu, par contre, lui va bouger, puisque précédemment, j'avais le montant brut, moins l'ensemble des cotisations, plus moins les éventuels remboursements et déductions. Maintenant, je vais avoir toujours évidemment le montant brut, mais ça va être moins les cotisations obligatoires, moins les éléments ici de cotisation et de contribution sociale facultative auxquels il va falloir que je pense pour ne pas oublier une partie des cotisations et en faire cadeau aux salariés. Donc ça, c'est le premier élément. Concernant le montant net imposable et l'impôt prélevé à la source, je vais également avoir un ajustement à effectuer, puisque je vais avoir donc le brut soumis à cotisation. Je vais toujours ajouter la part patronale, bien sûr, de mutuelle, ainsi que la CSG, CRDS imposable ou non déductible.
mais je vais déduire le total des cotisations et contributions obligatoires et les cotisations et contributions sociales salariales facultatives. Et pour le net à payer, là je n'ai pas de changement, hein, c'est toujours le net avant passe moins le montant du pass. Même chose pour le montant total versé par l'employeur. Aucun changement et même questionnement en ce qui me concerne. Dois-je ajouter ou pas l'indemnité de rupture conventionnelle? Selon moi, oui, mais j'ai un petit doute. Et bien voilà, nous voici arrivés enfin à la fin de cet exercice. J'espère avoir été à peu près claire. Sur la fin, j'ai des petits doutes. Mais si c'était le cas, n'hésitez pas à me recontacter et à me demander ce qu'il en est. Et de toute façon, je déposerai dans l'espace commun euh, les PDF avec les exercices et les détails des calculs. À très bientôt. Bye bye.